Bonjour, bienvenue sur la chaîne Math Pro pour cette nouvelle vidéo sur les machines électriques. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux essais sur les transformateurs monophasés. Nous allons parler des différents essais. Sans plus tarder, nous allons commencer par l'essai en continu. Puis nous allons voir l'essai à vide. Ensuite, nous allons voir l'essai en court-circuit, suivi de l'essai en charge. Pour chaque essai, nous allons donner le but, le schéma de principe et le bilan des paramètres. Et dans chaque cas, nous allons faire l'exercice d'application, puis donner un exercice de consolidation. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Commençons par l'essai en continu. Le but de l'essai en continu. Cet essai permet de déterminer la résistance du bobinage sur lequel est branchée la tension continue par la méthode volt-ampère métrique. Voici le schéma de principe de cet essai en continu. Pour cela, nous avons besoin d'un voltmètre V et d'un ampèremètre I. Le voltmètre va permettre de déterminer la tension V1DC, c'est-à-dire en courant continu, direct current. Et l'ampèremètre va permettre de déterminer le courant I1DC qui traverse notre résistance. Pour ce faire, on alimente l'enroulement du primaire sous une tension continue VDC et on mesure le courant IDC. Pour déterminer la résistance au primaire, on applique la loi d'Ohm. R1 est égal à V1DC sur I1DC. Le même schéma peut être reproduit au secondaire. On déconnecte les appareils et on alimente le secondaire sous une tension continue. Voici notre secondaire. On a déconnecté la charge, bien sûr. Lorsqu'on alimente le secondaire sous la tension continue, A permet de déterminer le courant. L'ampèremètre A permet de déterminer le courant IDC et le voltmètre V, la tension V2DC. Alors la résistance du secondaire du transformateur est donnée par R2 égale V2DC sur I2DC. Nous venons là, à partir de l'essai en continu, de déterminer la résistance au primaire et la résistance au secondaire. Donc voici les schémas de principe très faciles à réaliser. Maintenant, nous passons à l'essai à vide. Le but de l'essai à vide est de déterminer le rapport de transformation M de notre transformateur, puis les pertes fer P1 10, le courant magnétisant I1 I10, ainsi que la structure parallèle RF XF. Le schéma de principe est le suivant. Donc voici le schéma de principe de l'essai à vide. Déjà la tension primaire est nominale. Nous avons besoin de 2 voltmètres. V1 pour mesurer la tension au primaire et V2 pour mesurer la tension au secondaire. Le secondaire étant vide, I20 est égal à 0. Nous avons aussi besoin d'un wattmètre pour mesurer les pertes fer P10 et d'un ampèremètre pour mesurer le courant magnétisant I10. On alimente le primaire sous tension nominale, le secondaire étant ouvert. On relève les valeurs de I10 par l'ampèremètre, de V1N par le voltmètre V1, de P10 par le wattmètre W et de V20 par le voltmètre V2. Bilan des paramètres lors de l'essai à vide. Le rapport de transformation est donné par V20 sur V1N. Donc pour trouver le rapport de transformation, on prend la valeur du voltmètre 2 divisé par la valeur donnée par le voltmètre 1. À vide, le circuit secondaire est ouvert. I20 égale à 0. Cela signifie que les pertes jouent le secondaire sont nulles. P20 égale 0 aussi. Au primaire, le courant est I10. La puissance est P10 ou bien P10 qui est encore égal aux pertes joule 10 plus les pertes fer 10, plus les pertes fer. Avec
perte joule 1,0 est égal à R1 fois I10 au carré. Nous avons déjà déterminé R1 par l'essai en continu. Or, à vide, I10 est très faible. Par conséquent, PJ10, les pertes joule 1,0 à vide, sont très inférieures par rapport aux pertes du primaire. Donc, nous savons que les pertes du primaire à vide, c'est P10, qui est égal aux pertes joule à vide plus les pertes faits. Or, les pertes joule sont fonction du courant au carré. Le courant étant très faible, les pertes joule sont négligeables. Cela signifie que les pertes au primaire à vide sont sensiblement égales aux pertes faits du transformateur. On aura aussi P10 est égal V1N fois I10 cosinus phi10. Ici, cosinus phi10 peut être déterminé donc par P10 sur V1N I10. Là, il s'agit du facteur de puissance à vide de notre transformateur. Quant aux résistances magnétisantes et aux réactances magnétisantes, Rm est égal à V1N sur IA. IA étant le courant magnétisant, du moins ce qui passe dans la résistance magnétisante. Donc V1N sur IA, qui est encore égal à V1N sur I10 cosinus phi10, qui peut encore être donné par l'expression V1N au carré sur P10. Xm, la réactance, c'est égal à V1N sur IR. IR étant le courant qui passe dans la réactance magnétisante. Nous avons vu cela lorsqu'on étudiait le modèle équivalent du transformateur. Le lien sera donné en description de cette vidéo. Donc, Xm peut encore être écrit sous la forme V1N au carré sur Q10. Q étant la puissance réactive à vide. Le rapport de transformation et les pertes faites mesurées à vide sont les mêmes que celles en charge. Troisième essai, l'essai en court-circuit. Le but de l'essai en court-circuit est de déterminer les pertes joules, ou encore appelées pertes cuivre, la résistance et les réactances du transformateur. Schéma de principe. On alimente le primaire sous tension réduite à l'aide d'un autotransformateur. Le primaire est alimenté à l'aide d'un autotransformateur. Voici l'autotransformateur. Ici, nous avons V1CC, V1 nominal. Lorsque cela passe dans l'autotransformateur, on a V1CC. C'est cette tension V1CC qui est très inférieure par rapport à V1 nominal. On parle d'alimentation sous tension primaire réduite. Le secondaire, en court-circuit, il n'y a pas de charge. Le secondaire en court-circuit, on alimente progressivement V1CC en contrôlant le courant I2CC jusqu'à avoir I2CC égal à I2 nominal. Donc, on fait varier la tension d'entrée à l'aide de notre autotransformateur jusqu'à ce qu'on obtient I2CC égal à I2 nominal. Pour cette valeur, lorsque I2CC égale I2 nominal, V1CC correspond sensiblement à 10% de V1 nominal. À ce moment, on peut relever les valeurs de I1CC au niveau de A1, de P1CC au niveau de W. P1CC sont les pertes joules au primaire. Et I2CC étant égal à I2 nominal, on relève cela au niveau de l'ampèremètre. Lorsqu'on a relevé toutes ces valeurs, il va falloir faire le bilan des paramètres. Les pertes faites lors de l'essai en court-circuit sont négligeables. Les pertes joules P1CC ramenées au primaire. P1CC se détermine à partir de wattmètre, comme nous avons dit. On peut ramener les pertes au primaire. Nous avons déjà vu cela. Nous avons vu l'expression comment ramener une résistance au primaire. Le lien sera aussi donné en description de cette vidéo. Je vous invite à aller consulter le chapitre 6
sur les transformateurs monophasés. P1CC égale à RPI1CC au carré. Cela signifie que RP est égal à P1CC sur I1CC au carré. Nous avons vu comment déterminer RP dans une vidéo précédente. De même, ZP est égal à V1CC sur I1CC. Cela, à partir de RP et ZP, on peut trouver XP qui est égal à racine carrée de ZP au carré moins RP au carré. Bilan des paramètres. La suite, toujours en essai en courant continu. Les pertes joules, P1CC ramené au primaire, ramené au secondaire, c'est P1CC égale à RSI2CC au carré. Ce qui signifie que RS est égal à P1CC sur I2CC au carré. ZS, c'est égal à MV1CC sur I2CC. Ici, nous avons MV1CC. Et XS, c'est égal à racine carrée de ZS au carré moins RS au carré. Les pertes joules totales, c'est égal aux pertes joules au primaire plus les pertes joules au secondaire, c'est-à-dire R1 I1 carré plus R2 I2 carré. Cela doit encore donner les pertes joules ramenées au primaire fois I1 ou alors les pertes joules ramenées au secondaire fois I2. Donc on a P joules est égal à R1 I1 carré plus R2 I2 carré qui est égal à R1 I1 au carré plus R2 facteur à I1 au carré sur M carré puisque I2 est égal à I1 sur M qui est encore égal à R1 plus R2 sur M au carré I1 au carré qui est égal à RPI 1 au carré. À ce niveau, nous pouvons identifier la résistance ramenée au primaire RP qui est égale à R1 plus R2 sur M au carré. De même, on a aussi les pertes joules est égal à R1 I1 carré plus R2 I2 carré. Nous remplaçons maintenant cette fois-ci plutôt I1 qui est égal à M I2. On aura PJ est égal à R1 facteur M carré I2 carré plus R2 I2 au carré. Je mets I2 en facteur, on obtient R2 plus M carré R1 facteur à I2 au carré qui est égal à RSI2. À ce moment, on peut aussi déduire que la résistance ramenée au secondaire c'est R2 plus M carré R1. Or, I2 est égal à I2 nominal qui est égal à I2CC. Cela signifie que perte joule est égal à perte 1CC qui est encore égal à RP I1CC au carré qui est égal à RSI2CC au carré. Nous passons à l'essai en charge. Le but de l'essai en charge est de déterminer le rendement, la chute de tension du transformateur et de tracer la caractéristique I2U2. Le schéma de principe est le suivant. Nous avons besoin de 2 wattmètres. Le premier wattmètre pour déterminer P1, le deuxième wattmètre pour déterminer P2. De 2 voltmètres V1 pour déterminer premier voltmètre V1 pour déterminer V1 nominal et deuxième voltmètre V2 pour déterminer V2 chaque fois lorsqu'on fait changer la charge RC. De 2 ampèremètres A1 et A2 pour mesurer respectivement I1 et I2. Le rapport de transformation du transformateur étant M. On alimente le primaire sous tension nominale réduite, V1 nominal, et en faisant varier la charge RC, on relève I1, I2, V2, P1 et P2. Le bilan des paramètres, la chute de tension, c'est la différence des tensions secondaires à vide et en charge. Pour trouver la chute de tension, on prend donc la tension secondaire en charge moins la tension secondaire vide moins la tension secondaire en charge, c'est-à-dire V2,0 moins V2. On peut aussi montrer que la chute de tension delta V2 se met sous la forme RSI2 cosinus phi2 plus XSI2 sinus phi2. Nous avons déjà déterminé tous les paramètres RS et XS qui sont les résistances ramenées au secondaire et les réactances ramenées au secondaire. Essai en charge
Le bilan des puissances d'un transformateur. Ici, il s'agit d'un transformateur réel. Comme puissance absorbée, P1 est égal à V1 I1 cosinus phi1. Bien sûr, nous sommes en monophasé. Nous avons ici le primaire, le circuit magnétique et le secondaire. Le primaire absorbe ce qu'on appelle la puissance absorbée. Et il y a les pertes au primaire. Ce sont généralement les pertes joules au niveau du primaire. C'est-à-dire PJ1 est égal à R1 I1 au carré. Après cela, ce qui reste dans le circuit magnétique, il y a aussi les pertes fer. Les pertes fer, encore appelées pertes ferromagnétiques, notées P fer. Puis au secondaire, nous avons la puissance utile. La puissance utile est P2, qui est égal à V2 I2 cosinus phi2. Avec bien sûr les pertes secondaires qui sont d'ordre, du moins qui sont des pertes de cuivre, les pertes joules. PJ2 est égal à R2 I2 au carré. Ici, c'est le bilan de puissance d'un transformateur. À partir de ce bilan de puissance, nous pouvons trouver le rendement. Donc, pour trouver le rendement, nous devons d'abord noter que P1, la puissance au primaire, c'est égal aux pertes joules au primaire, plus les pertes joules au secondaire, plus les pertes fer, plus la puissance du secondaire. Ainsi, le rendement est égal à P2 sur P1, qui est égal à P2 sur P2 plus somme des pertes, ou alors P1 moins somme des pertes sur P1. Voici un exercice. Démontrer que le rendement est maximal si les pertes joules sont égales aux pertes fer et en déduit le courant secondaire qui correspond I2M qui correspond à ce rendement maximal. Donc, voici la formule du rendement. On nous demande de démontrer que ce rendement est maximal lorsque les pertes joules sont égales aux pertes fer. Pour cela, nous allons utiliser cette formule en remplaçant la somme des pertes par leur expression. On a le rendement est égal P2 sur P1 ou alors P2 sur P2 plus somme des pertes. Or, P2 c'est V2 I2 cosinus phi2. On aura donc, en divisant par I2, on aura le numérateur et le dénominateur par I2. On aura le rendement est égal à V2 cosinus phi2 sur V2 cosinus phi2 plus perte fait sur I2 plus RSI2. Puisque c'était RSI2 carré, en divisant par I2, on a RSI2. À ce niveau, nous posons cette expression perte fait sur I2 plus RSI2 égale A. On aura dans le rendement égal à V2 cosinus phi2 sur V2 cosinus phi2 plus A. Avec A égale perte fait sur I2 plus RSI2. On constate que A dépend de I2. Le rendement sera maximal si A est égal à 0. Pour cela, nous résolvons donc l'équation pour trouver le rendement maximal. On dérive d'abord A. La dérivée de A. Donc le rendement maximal lorsque la dérivée de A est égale à 0. Ou bien le rendement maximal, oui, lorsque A est minimal, c'est-à-dire la dérivée de A est égale à 0. On dérive A donc par rapport à I2, on pose égal 0. On aura moins perte fer. Puisque si on dérive par rapport à I2, la dérivée ici, ça va faire moins perte fer sur I2 carré, plus RS égale 0. Ce qui nous permet d'avoir perte fer sur I2 carré égale à RS. Perte fer est égal à RS I2 carré. Or, RS I2 carré, c'est encore les pertes joules. Cela signifie que le rendement est maximal lorsque les pertes fer sont égales aux pertes joules. Donc, nous avons très bien dit que le rendement est maximal lorsque A est minimal. Or, pour résoudre A minimal, une fonction est minimale lorsque sa dérivée est égale à 0. Nous venons de trouver pour la dérivée égale à 0, les pertes fait égale à RS fois I2 au carré. Or, RS I2 au carré, c'est P, perte joule. Ce qui signifie que le rendement est maximal lorsque les pertes fait sont égales aux pertes joules. Et nous pouvons donc déduire le courant pour le courant qui donne un rendement maximal. I2M de cette expression, ça serait égal à racine carrée des pertes fait sur RS.
Essayons de regarder les allures des caractéristiques. Déjà, nous commençons avec le rendement. Nous savons que le rendement est maximal lorsque les pertes faits sont égales aux pertes joules. Et le courant qui correspond à ce rendement maximal est I de M égale à racine carrée de pertes faits sur RS. Voici l'allure du rendement pour 2 cas. Pour le facteur de puissance égale 1 et pour le facteur de puissance égale 0,8. Nous pouvons déjà, dans un premier temps, dire que lorsque le facteur de puissance est égal à 1, le rendement est meilleur que lorsque le facteur de puissance est égal à 0,8. On peut remarquer cela avec la courbe du rendement. La courbe pour cos phi est égale à 1 est au-dessus de la courbe pour cos phi est égal à 0,8 lorsque on fait varier le courant I2 à travers la variation de la charge RC. En pointillé, nous avons les pertes fer, pointillé horizontal, et cette courbe qui monte sous forme de parabolique sont les pertes joules en fait, la courbe de pertes joules en fonction du courant. Nous remarquons que quelle que soit la variation de la charge, les pertes fer sont constantes. Nous remarquons aussi que les pertes joules augmentent grandement avec l'augmentation de I. En réalité, les pertes joules sont proportionnelles au carré du courant du secondaire. Le rendement, bien sûr, ne peut pas atteindre 100%. Lorsqu'on regarde, lorsque les pertes fer sont égales aux pertes joules, c'est à ce point, on constate que le rendement atteint sa valeur maximale, quel que soit le facteur de puissance. Et cela correspond au courant I de M. Donc, c'est pour cela que nous avons dit le rendement est maximal si les pertes fer sont égales aux pertes joules. Et le courant qui donne le rendement maximal est racine carrée est I de M égale à racine carrée de pertes fer sur RS. Nous venons là d'étudier de fond en comble la courbe du rendement en fonction de I2. Nous allons passer maintenant à la caractéristique I2V2, c'est-à-dire la caractéristique de sortie. Bien sûr, nous faisons varier la charge RC et nous relevons V2 et I2. V2 étant la tension secondaire du transformateur en vide, elle est constante. Cette tension est constante en pointillé rouge. Au fur et à mesure que I2 augmente, V2 qui est en bleu, tracé pour cos phi égale à 1 et cos phi égale à 0,8. Au fur et à mesure que I2 augmente, V2 du moins la tension au secondaire s'éloigne de la tension secondaire à vide. C'est-à-dire la tension secondaire à charge s'éloigne de la tension secondaire à vide. Il crée un gap, la tension secondaire V2 devient plus petit que V2,0. Cependant, la diminution est d'autant plus nette lorsque le facteur de puissance est plus faible. Donc la chute de tension est grande lorsque le facteur de puissance cos phi est faible. Nous venons là de voir les différents essais sur le transformateur. Nous avons commencé par l'essai en continu où nous avons déterminé R1 et R2 qui sont les résistances du transformateur au primaire et au secondaire par la méthode de volt ampémétrique. Puis nous avons vu l'essai à vide où nous avons déterminé le rapport de transformation, les pertes fer. Nous avons aussi vu l'essai en court-circuit où nous avons déterminé les résistances ramenées au secondaire, au primaire et les pertes joules. Enfin, nous avons vu l'essai en charge qui nous a permis de tracer la caractéristique, de déterminer le rendement. Voici un exercice à faire qui concerne l'étude du transformateur en monophasé. Dans cet exercice, il y a l'essai en continu, l'essai à vide et l'essai à charge. On demande de calculer le rapport de transformation, de montrer que l'essai à vide, de montrer que dans l'essai à vide, les pertes joules sont négligeables, déterminer la valeur des résistances ramenées au secondaire, calculer la valeur P1CC, déterminer XS, déterminer la tension aux bornes du secondaire lorsqu'il débite un courant d'intensité I2 égale à 180 A dans une charge capacitive de facteur de puissance 0,9 et enfin de calculer le rendement du transformateur. Mettez une pause à la vidéo, vous essayez de résolver cet exercice. Si vous êtes buté, n'oubliez pas de mettre vos remarques ou vos difficultés en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons résoudre cet exercice dans une prochaine vidéo.